Le marché de l'immobilier est évidemment à l'arrêt depuis l'entrée en vigueur du confinement du 17 mars. Quelles conséquences sur l'évolution des prix? A priori, ça ne devrait pas être positif. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Vous me confirmez, le marché immobilier est totalement frozen, totalement gelé. Et oui David, pas de visite, pas de transaction. Avec le confinement généralisé, le marché de l'immobilier est bien à l'arrêt depuis le 17 mars. Puisqu'en effet, la location et l'achat sont quasiment impossibles. Il est quasiment impossible de louer un bien puisque les états des lieux d'entrée ne sont pas autorisés. Pour une vente, on imagine bien qu'aucun acquéreur dans l'ancien ne peut se contenter d'une visite virtuelle sur Internet pour prendre sa décision, même si les visites autonomes sont techniquement faisables. Il y a des outils et des technologies qui existent pour ça. Vous savez, celles qu'on utilise notamment pour l'entrée en jouissance des locations saisonnières, avec un déplacement de l'acquéreur. Ce aurait été un déplacement de l'acquéreur potentiel sans contact humain, sauf que bon, pour une vente, un achat immobilier, c'est effectivement pas encore dans les mœurs. Alors, le problème, c'est que la signature physique chez un notaire, elle n'est pas réalisable dans les faits depuis le 18 mars, parce que le 18 mars, la quasi-totalité des offices notariaux sont fermés, même si donc certains peuvent être joignables par téléphone. Ça veut dire que concrètement, depuis le 18 mars, signer une vente immobilière sans la présence de l'acheteur ou du vendeur exigeait qu'un collaborateur de l'étude notariale ou un confrère représente physiquement le client grâce à une procuration. Mais ça suppose que le collaborateur ou le confrère, il accepte de se déplacer et qu'il puisse le faire. Oui, mais je vous coupe. Attends, Laurent, il y a du nouveau, non, depuis plusieurs jours? Alors oui, il y a du nouveau depuis un décret du 3 avril dont on peut espérer qu'il va commencer à débloquer un petit peu les choses. Ce décret du 3 avril, il autorise la signature sur support électronique de tous les actes notariés pendant la période d'urgence sanitaire, donc c'est sur une durée limitée, mais notamment pour les actes de vente immobilière. Alors, il y a quand même un double problème, même si en apparence on se dit ça y est, le marché va pouvoir se débloquer. C'est que d'après le Conseil supérieur de notariat, il n'y a que 40% des offices notariaux qui sont équipés. Et pour profiter du nouveau décret, il faut que le notaire, comme les clients concernés, puissent maîtriser des outils à la fois de visioconférence et de signature électronique, mais surtout de visioconférence. Et on voit bien que même dans un office notarial, si vous avez par exemple 2 ou 3 notaires, ça ne veut pas dire que tous l'utilisent. Donc quand on dit 40% des offices notariaux, il est probable que ce soit probablement plutôt un notaire sur 4 qui soit en mesure de répondre à cette demande. Et encore une fois, il faut que le client, lui, puisse maîtriser un outil de visioconférence. Et en fait, il n'y a pas que ça, parce que les diagnostics techniques, par exemple, ils sont requis pour conclure la vente. Or, ils sont très difficiles à organiser en ce moment. De même, il faut des documents d'urbanisme, mais les délais d'obtention vont s'allonger dans les mairies. Et puis, alors, il y a pire que ça, c'est qu'en fait, tout déménagement, en fait, est interdit depuis le 1er avril, sauf cas d'urgence sanitaire, sociale ou de péril. Alors, et je vous rajoute pas, en fait, l'impossibilité de revisiter le bien avant la signature, de remettre les clés en personne, etc., ou d'autres obstacles, comme par exemple l'allongement de la durée d'obtention des offres de prêt. Donc ça veut dire concrètement, David, que dans la plupart des dossiers déjà en cours avant la mise en œuvre du confinement le 17 mars, en fait la signature de la vente, elle a été le plus souvent reportée, et pour les promesses de vente en cours qui se sont produites juste à ce moment-là, en fait il faut pouvoir joindre son notaire pour qu'il négocie des délais sur les clauses suspensives ou qu'il repousse les dates limites de l'avant-contrat avant qu'elles ne deviennent caduques. Donc en fait, le secteur immobilier, il est bien effectivement en mode pause. Ouais, il est en mode pause. Et là, la question qu'on se pose tous, et je vous demande de tenter d'y répondre, Laurent, dans la mesure du possible, c'est quel impact justement de cet arrêt momentané de l'activité dans le secteur sur les volumes? On s'en doute, pour l'instant il n'y a plus rien, mais c'est sur les prix, ça va baisser ou pas? Alors, oui David, alors, on rappelle quand même le contexte, c'est-à-dire que le contexte c'est une hausse continue des prix, surtout dans les grandes villes, depuis plus de 3 ans, depuis 2016. Et alors, vous vous souvenez David qu'en fait, juste avant le confinement, on était quand même dans des rythmes annuels de hausse qui pouvaient aller de 4 à 8% dans les grandes agglomérations. Les constats au premier trimestre, c'était quand même un rythme annuel de plus 5% en Île-de-France, avec plus 6% par exemple pour Paris intramuros. Et donc, autrement dit, à la fois des rythmes dans les volumes et des rythmes dans les moyennes, même nationales, mais des moyennes surtout dans les grandes villes, assez incroyables pour l'immobilier. Et puis alors là, depuis le 17 mars, c'est le choc, c'est le coup d'arrêt total, il se passe plus rien. Alors, est-ce qu'on a des comparaisons historiques possibles? On peut quand même éventuellement se rappeler ce qu'on avait observé à partir de septembre 2018, c'est la faillite de Lehman Brothers, jusqu'au printemps 2009. Et vous vous souvenez sans doute, David, qu'on avait vu à ce moment-là un arrêt des transactions, enfin quasi arrêt des transactions, mais en fait une courbe en V, c'est-à-dire que comme les ventes forcées ou les ventes impératives s'étaient réalisées, elles s'étaient réalisées pendant quelques mois avec des fortes décotes. Et puis, dès qu'il y a eu un début de retour à la normale, tout le monde s'était jeté sur l'immobilier et on avait vu la courbe des prix et des volumes repartir dans l'autre sens. Donc, ce qui fait qu'en 6 mois, 1 an,
on avait un peu rattrapé la baisse de ces deux indicateurs. Alors là, aujourd'hui, si on pourrait imaginer qu'on ait quelque chose de comparable, mais on sait bien que c'est pas du tout le même type de crise. On peut quand même constater que, par exemple, on peut regarder les comportements. Alors, et les acheteurs qui étaient dans la période de rétractation possible encore, parce qu'ils venaient de faire une promesse de vente, souvent ils se sont rétractés. Bah oui, en se disant qu'ils pourraient renégocier le prix. Oui, hein. voilà, ils pourraient peut-être avoir un meilleur prix après, ou même sur un bien comparable, ils auraient un meilleur prix après. Bon, c'est déjà un premier signe. Il y a aussi un élément qui est peut-être pas favorable, alors qu'en fait c'était pas l'intention, mais l'ordonnance du 25 mars a facilité le report des délais de signature. Alors on peut se dire, ah oui, mais c'est bien, oui, mais alors, par contre pour le marché c'est pas forcément bien, parce que du coup ça encourage l'attentisme. Donc on peut dire en tout cas que les volumes de transactions, ça y vont fortement baisser, parce que, en tout cas, au moins le temps du confinement généralisé, parce qu'il se passe rien. Les prix, Laurent, les prix, on veut savoir sur les prix. Alors, David, pour les prix, vous savez que le moteur de l'achat immobilier, c'est la confiance. Hein. Ouais. Donc, alors, la confiance, elle a quand même manqué avec l'arrêt brutal de l'économie. Il va y avoir une hausse du chômage, il va y avoir une baisse des revenus. Donc, il y aura moins d'acheteurs. Donc, a priori, moins de volume, moins d'acheteurs, mécaniquement, on peut se dire que ça va conduire à une baisse momentanée des prix. Alors, nous, on anticipe un repli ponctuel de 10 à 20% des prix, surtout pour les ventes impératives, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un crédit relais, quelqu'un qui est en plein divorce, il faut absolument qu'il aboutisse, une succession qui doit absolument être réglée, etc. Alors, on le fait sur quelle base? Allez, des contacts avec quelques marchands de biens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont toujours à l'affût des opportunités, mais par exemple ceux qui opèrent sur l'île de France, ils posent en ce moment des offres sous seing privé qui peuvent être à moins 20%. C'est-à-dire ils se disent, quelqu'un qui va vraiment avoir besoin de vendre, je lui fais une promesse, je lui dis que l'argent est là, si il me recontacte avec une date limite, je lui achète à moins 20. Alors, c'est bien évidemment quelque chose de très ponctuel. On n'aura pas de statistiques, hein, on n'a pas de données de marché. Donc on peut écouter aussi un petit peu les acteurs de l'immobilier. Bon, eux, ils disent, oui, mais les prix vont quand même résister en zone tendue. Bon, c'est leur intérêt de dire ça aussi en même temps, les agents. Hein. Oui, c'est leur intérêt. Mais c'est vrai qu'en tout cas, avec le recul de la bourse et les très fortes volatilités qu'on constate, la pierre va garder, c'est évident, son rôle de valeur refuge. Hein. Et puis, il y a quand même une moindre liquidité dans l'immobilier qui va atténuer l'impact immédiat sur les prix, parce que, ne serait-ce que parce qu'il faut du temps pour le constater. Alors que sur les actions, c'est beaucoup plus volatile et c'est beaucoup plus rapide, on le sait tout de suite. Alors, il y a aussi un élément quand même de soutien, hein, c'est que les taux d'intérêt vont quand même rester très bas avec les décisions des banques centrales et de la Banque centrale européenne. C'est un vrai facteur de soutien, même si, on le sait, il peut y avoir des remontées dans certaines grilles commerciales des banques, mais enfin c'est quand même une force de rappel très importante malgré tout pour le marché. Alors, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que en conclusion, on retient quoi alors sur les prix? Alors, en fait, déjà, la surchauffe des prix, on l'oublie. Comment? Oui, la surchauffe des prix, on l'oublie. On va retenir que les acheteurs, ils vont probablement se mettre en position d'attente, que les vendeurs, ils vont quand même probablement retirer leurs biens de la vente dès qu'ils vont voir qu'en fait, il n'y a plus personne en face. Bon, le scénario le plus probable, c'est plutôt une baisse momentanée des prix de 10 à 20% pour les transactions qui pourraient se réaliser, hein, puisque sachant qu'en ce moment, on ne peut pas faire de transactions. Bon, on va peut-être commencer à pouvoir en refaire avec cette signature en visioconférence et électronique avec les notaires, mais il faut voir. Et puis, il y aura des grandes disparités, notamment géographiques, entre les très grandes villes et les autres zones, et puis surtout entre les types de biens. C'est une très mauvaise période pour les biens qui ont des défauts. Alors, ça n'exclut pas une remontée plutôt rapide de l'activité et des prix en sortie de crise. Mais ni vous ni moi, David, ne pouvons savoir à quel horizon cette sortie de crise va se produire. Mais en tout cas, si la bourse reste volatile, les acheteurs vont voir de bonnes opportunités d'achat en fait en sortie de crise, en ayant l'impression de pouvoir à nouveau acheter à des prix beaucoup plus attrayants que ça n'a été le cas en début 2020 où vraiment on se disait bon ben voilà, ça monte, c'est devenu trop cher. Ouais, je lisais, on finit là-dessus, mais une interview du patron de Meilleur Agent qui disait une baisse oui, un effondrement non, en parlant des prix. C'est ça finalement. Oui, mais en fait on n'a aucun moyen de le prouver. Surtout dans un moment où il est très difficile de réaliser une transaction. Mais je pense que les transactions qui vont se réaliser, c'est vraiment les ventes impératives, et forcément, les vendeurs vont accepter des décotes, très probablement. Donc, on aura quand même un peu cet effet-là. Il peut être atténué, effectivement, assez vite. C'est ce qu'on essaye un petit peu de couvrir dans notre numéro, dans notre hebdomadaire qui sort aujourd'hui. Justement, on va voir la couverture. Qu'est-ce qu'on lit cette semaine, en dehors de cette grosse enquête immobilière? Alors, on refait un point sur tout le rôle des banques. Aussi un petit focus sur les valeurs de la santé, hein, puisqu'en fait, les valeurs, notamment cotées à Paris, en fait, mais il y a aussi des spécialistes du diagnostic ou des équipementiers qui parfois on peut avoir des titres en hausse puisqu'ils sont du coup très courtisés par les investisseurs en ce moment. À lire donc cette semaine dans le magazine Le Revenu. Merci beaucoup Laurent Sayet.